Je démarre Ouais, ça marche. le webinaire. Bonjour au premier spectateur qui s'enregistre. On va attendre quelques secondes avant de commencer ce webinaire. Alors bonjour aux premiers inscrits qui nous ont rejoints. On va commencer et le temps que le reste des personnes inscrites se joignent à nous. Donc enchanté, merci de votre présence. Donc je suis Charles Bozonnet, je travaille à l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. L'UDES a souhaité organiser ce webinaire sur la question de retour d'expérience sur la période Covid en matière de qualité de vie au travail et retour d'expérience auprès des structures de l'économie sociale et solidaire. Et donc, on va avoir toute cette matinée un panel à la fois de l'ARACT, mais également de témoignages de structures de l'ESS. Évidemment, on vous donnera aussi la parole pour faire ensemble ce retour d'expérience et proposer d'ailleurs un accompagnement également. On y reviendra dans ce cadre-là. Donc, voilà, merci de votre présence. Je vais tout de suite passer la parole à Christophe Bertin, notre délégué régional de l'UDES, qui va introduire ce webinaire et en présenter le programme avant de commencer nos échanges. Christophe, c'est à toi. Oui, Quand tu oui, veux. c'est bon. C'est parce qu'en fait, Ouais. je ne me vois pas. Donc, donc bonjour tout le monde. Juste pour rappeler, ce webinaire se passe dans le cadre d'un accord avec la Direct, dans le cadre d'un accord de développement d'emploi et des compétences. Et donc, je remercie de fait la Direct pour l'engagement auprès des structures de l'économie sociale et solidaire. Donc aujourd'hui, sur ce webinaire, nous souhaitions donc avoir un partage d'expérience avec les structures de l'économie sociale et solidaire. Donc, dans un premier temps, il vous sera présenté l'objectif reprise qui est mis en place sur les Hauts-de-France et donc qui est travaillé avec l'ARACT, que je remercie aussi pour leur implication. Nous verrons les thématiques qui peuvent être abordées dans cet objectif reprise, alors qui sont plusieurs ordres, mais pas seulement. On vous en a proposé 3 thématiques, mais il pourrait y en avoir d'autres. Et dans ce cadre, nous avons souhaité mettre en avant 2 structures, 2 témoignages pour qu'ils nous fassent part de comment ils ont vécu et comment ils vivent aujourd'hui cette reprise et quels sont leurs objectifs. Alors, nous avons un témoignage de Jean-Philippe Guillain, le directeur de la Mutualité française des Hauts-de-France, dont je remercie son président pour son implication à Jean-Philippe, et Marie-Pierre Ménadier, donc, qui est présidente d'un centre social rural et d'une crèche familiale à La Morlaix. Et ensuite, voilà, si vous avez des questions sur ce qui vous a été présenté, et en sachant que l'idée quand même, c'est d'accompagner un certain nombre de structures qui le souhaitent en lien avec la RAT. Donc voilà, je vous laisse la parole à la présentation. Merci bien. Merci Christophe pour ces éléments. Je vais laisser tout de suite la parole à Laurent Caron et Damien Huyghe qui vont nous présenter le dispositif Objectif Reprise qui est là précisément pour vous accompagner dans cette période. Juste dire en effet que vous avez la capacité d'interagir, c'est je crois important. Même en webinaire, on a cette capacité d'interagir de 2 manières.
soit en posant vos questions dans le module QR qui est en haut ou en bas de votre écran. Vous pouvez vous poser directement les questions et on y répondra, bien entendu, ou également en levant la main. Comme ça, on pourra vous donner la parole, également. Vous pourrez, prendre la parole, notamment, à la suite des 2 témoignages qui seront présentés. Voilà, je ne vais pas être plus long. Laurent, Caron, je vous laisse la main, pour nous présenter le dispositif Objectif Reprise. Ok, merci beaucoup. Alors du coup, avant de parler du dispositif lui-même, d'abord bonjour à toutes et tous. Juste présenter la RAC pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, mais en quelques mots. Et éventuellement, s'il y a des questions derrière, on pourra y répondre par ailleurs. En gros, la RAC, c'est l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. On est régionalisé, donc on est sur le territoire des Hauts-de-France aujourd'hui. Cette association est donc une association loi 1901 avec donc un statut juridique privé et un conseil d'administration. Je pense que vous connaissez ça par cœur. Particularité, notre conseil d'administration est paritaire. Donc notre gouvernance est composée des représentants des organisations patronales représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés également représentatives au niveau national. Donc on a une posture particulière qui est celle du paritarisme et on a une mission qui est une mission dévolue de service public via le ministère du Travail qui est la tutelle de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Donc, c'est pour ça qu'on a cet acronyme ANACT-ARACT, donc une agence nationale sous tutelle du ministère du Travail et des associations régionales de droit privé. On a une mission de service public sur l'objet même de l'acronyme, c'est-à-dire la question de l'amélioration des conditions de travail dans les entreprises de tous les secteurs d'activité, que ce soit l'ESS ou d'autres secteurs. On est capable d'intervenir sur l'ensemble des secteurs d'activité. Et on a une mission particulière, c'est qu'on ne fait pas du consulting classique. Ce qui nous est demandé, c'est finalement de produire de la connaissance à partir de ce que nous faisons, nous réalisons avec nos partenaires et avec les structures sur le terrain. Donc, on a une vocation un peu particulière qui est ce qu'on pourrait appeler pompeusement de l'innovation sociale, essayer dans le cadre de partenariats, de pouvoir travailler à des méthodes, des outillages, travailler sur des sujets qui sont des sujets émergents, nouveaux, ou en tout cas qui sont inscrits aussi dans les différentes politiques publiques des différents gouvernements. La prévention des risques en fait partie, par exemple, mais aussi l'usure professionnelle, etc., etc. Donc voilà, je fais court là-dessus. On est une petite équipe de 17 personnes. Sur les Hauts-de-France, il y a environ 12 chargés de mission, donc c'est le terme qu'on utilise pour qualifier les intervenants de terrain. Et dans le cadre du dispositif Objectif Reprise que je vais présenter, ce dispositif mobilise aussi des cabinets conseils ou des groupements de cabinets conseils qui sont très proches de ce que nous réalisons, c'est-à-dire qui connaissent nos méthodologies, ont travaillé avec nous par ailleurs, et donc ont été retenus pour ces raisons-là de compétences. Et nous avons la présence de Damien Huyghe ici, qui m'accompagne aujourd'hui et qui fait partie de ces cabinets conseils qui sont en partenariat avec nous dans le cadre du dispositif Objectif Reprise. Voilà. Je fais simple parce que le temps nous est un peu compté. Alors, ce dispositif Objectif Reprise, c'est un dispositif national qui a été mis en place par le ministère du Travail avec une idée assez simple, très vite au mois de mai, avec une idée assez simple derrière, c'est la période de crise va avoir des impacts assez importants, voire très importants, à la fois sur les questions économiques, pure et dure, si je puis dire, sur les questions d'emploi aussi, mais qu'il fallait aussi, durant cette période, éviter d'oublier les questions du travail, finalement, c'est-à-dire toutes ces questions autour des modifications induites par les contraintes, on va dire, de la crise et les contraintes directes et indirectes de la crise, et que parmi ces contraintes-là, il y a tout un tas de questions, et on aura l'occasion, j'imagine, d'échanger avec vous, parce que vous avez vécu cette période-là, autour effectivement du développement du télétravail, autour effectivement de la question de la présence ou de l'absence des salariés pour des raisons d'arrêt, etc. Et puis, voilà, de réorientation ou d'arrêt de l'activité. Bon, voilà, tout un tas de choses qui font que les questions du travail sont des questions assez essentielles durant cette période-là. Ce dispositif-là, il est financé par le Fonds social européen. Donc là, je ne rentre pas dans les détails de ce point de vue-là. Et il est copiloté dans chacune des régions françaises par l'ARACT et l'appui des directs.
Ce dispositif, c'est un dispositif d'abord d'accompagnement des structures, des entreprises, et il s'intéresse aux entreprises qui ont moins de 250 salariés et qui sont de droit privé. D'accord. Voilà, donc ça, c'est le cadre classique du cadrage administrativo-financier de ce dispositif. Il prend intégralement en charge sur fonds publics ces accompagnements. Ces accompagnements, ils sont de deux types. Soit des accompagnements individualisés pour une structure qui demande un accompagnement et dont on estime que ça rentre dans le cadre du dispositif. Je vais juste revenir pour boucler sur le cadre du dispositif. Soit des accompagnements collectifs, interentreprises, qui permettent à la fois de développer plus largement l'appui, mais qui aussi, dans le cadre, et c'est un peu ce qui le partenariat qu'on développe avec l'UDES, dans le cadre de secteurs, on va dire, je mets secteur avec un S, mais en tout cas de branches ou de secteurs d'activité, de pouvoir mettre en place des actions collectives pour le plus grand nombre. Et c'est un peu ce qu'on a retenu, en tout cas, même si on ferme la porte à rien du tout, en tout cas, c'est ce qu'on a retenu dans le cadre de ce partenariat. Alors, à quoi ça sert Objectif Reprise? Ça sert à accompagner des structures sur ce qui s'est produit durant la période de crise. Donc, on n'est pas sur un accompagnement tout venant de projets ou de besoins d'entreprises qui seraient déconnectés des questions que pose la crise. Donc ça, c'est important de se le dire, mais bien de rentrer dans ce que j'ai dit tout à l'heure et qu'on pourra développer sur les problématiques que vous avez rencontrées durant la crise et qui vous intéressent. Donc ça, c'est un premier aspect. Je ne sais pas si j'ai fait le tour sur ce slide-là. On peut passer. Donc, du coup, l'objectif du partenariat avec l'UDES, finalement, c'est de proposer quelque chose autour de ce qu'on appelle, peut-être de manière un peu barbare, des retours d'expérience. C'est l'idée que ce qui s'est passé et ce qui se passe encore durant la crise sanitaire peut-être nécessite, en tout cas c'est notre point de vue, qu'à un moment donné, les structures puissent regarder ce qui s'est passé, aussi bien du point de vue des aspects qui ont été positifs durant la crise, parce qu'il y en a dans les structures, que des aspects qui ont moins bien fonctionné. Et l'idée, ce n'est pas simplement de faire une photographie à un instant T, mais c'est plutôt l'idée d'aider des structures qui le souhaiteraient à pouvoir mettre en place une méthodologie, enfin un gros mot, mais en tout cas une manière de s'organiser pour pouvoir faire du retour d'expérience en interne à partir soit d'un retour d'expérience global, mais c'est plutôt intéressant pour les plus petites des structures, soit pour les structures un peu plus importantes sur des thématiques qui les intéressent. On le verra, mais par exemple, la question du télétravail est une question évidemment très, très forte et pour beaucoup de structures qui ont dû passer en télétravail de manière très peu préparée. Qu'est-ce que ça a produit ces activités en télétravail, ces organisations, alors, partiellement en télétravail, partiellement en présentiel, comment ça s'est maillé plus ou moins bien. Et l'idée, c'est de dire, il y a des choses positives et des choses négatives qui se sont passées. Allons regarder d'un peu plus près, tirons-en profit, soit pour améliorer un certain nombre de dispositions organisationnelles, managériales, etc., soit de pérenniser des choses qui ont effectivement bien marché, qu'on a mis en place. Et, voilà. Et donc, l'idée, c'est d'outiller les entreprises et les structures sur cette capacité à faire. Voilà. Donc, on est plutôt dans cette logique-là. En tout cas, c'est la proposition que nous faisons avec l'UDES. Donc, ce que vous voyez d'inscrit là, c'est on peut faire finalement un bilan sur un ou plusieurs aspects du fonctionnement de la structure. L'idée étant évidemment d'identifier aussi les bonnes pratiques et puis éventuellement de pouvoir à la fois ajuster, parce que la période malheureusement n'est pas encore terminée, de pouvoir ajuster un certain nombre de choses maintenant, mais aussi derrière de pouvoir anticiper peut-être mieux aussi des modes dégradés, comme on dit, c'est-à-dire des organisations qui pourraient à l'avenir, alors on ne le souhaite pas, mais il ne faut pas se voiler la face, qui pourraient à l'avenir se retrouver dans d'autres situations de crise, qu'elles soient sanitaires ou autres, environnementales, etc., mais qui nécessiteraient qu'on soit capable de s'organiser assez vite pour pouvoir continuer, poursuivre son activité. Et puis, la question du retour d'expérience, c'est aussi la question de la parole des salariés sur leur travail. C'est-à-dire qu'il s'est passé des choses, certes, au niveau des organisations, au niveau de prise de décision, d'orientation stratégique et organisationnelle, mais il y a aussi tout le vécu des salariés qui, d'une certaine manière, sont jamais passifs
par rapport aux organisations qui leur sont proposées et ont mis en place eux aussi de leur côté, parce qu'en télétravail, ont dû s'organiser, parce que dans des habitudes de coopération, finalement, se sont retrouvés plutôt isolés, avec peut-être des manières de travailler qu'ils ont dû ajuster, des stratégies qu'ils ont dû mettre en place. Et donc, du coup, la question de comment eux l'ont vécu est une question extrêmement intéressante parce que, d'abord, elle favorise finalement la reconnaissance de leur implication dans l'organisation et c'est une forme de valorisation de leur engagement dedans, mais en plus, ça permet d'ouvrir cette boîte noire éventuellement et de dire bah, c'est du matériau que l'organisation peut se réapproprier dans une logique d'apprentissage organisationnel. Et donc, c'est important de voir aussi cette question du retour d'expérience comme une question collective permettant la parole sur le travail réellement effectué avec ses difficultés, ses astuces, ses évolutions et d'en faire quelque chose. Hein. Ce n'est pas de la parole pour de la parole, on n'est pas dans une logique de catharsis, comme on dit, mais vraiment de remonter un corpus des éléments d'information qui sont intéressants et qui vont permettre à l'organisation de s'améliorer. Voilà. Alors, on pourra en rediscuter, j'essaie d'enchaîner un peu là-dessus. Donc, du coup, sur la question du retour d'expérience, quelques principes généraux, mais j'ai un peu de le dire. Hein, d'abord, c'est une démarche, c'est-à-dire que c'est pas, on le voit hein, dans les entreprises, en tout cas, nous, on continue à être très, très en contact avec pas mal de structures. On a des encadrants qui, dans leur coin, si je puis dire, avec leurs collaborateurs au sein d'une équipe, vont interroger les uns et les autres de manière un peu individualisée. Voilà, pas au petit bonheur, c'est pas très joli, mais en tout cas, quand ils ont le temps de le faire avec une grille d'analyse qui n'est pas complètement formalisée. Nous, on pense que le retour d'expérience, c'est une démarche qui est structurée et c'est une démarche d'analyse qui est structurée collectivement. Et donc, l'idée, encore une fois, c'est d'appuyer sur une capacité, de proposer une capacité aux structures de fabriquer ce dispositif collectif qui permet de remonter finalement la réalité de ce qui s'est passé durant la crise sur un certain nombre de sujets. Je l'ai dit, hein, c'est aussi un outillage qui vise l'apprentissage des organisations, mais qui vise aussi à fabriquer de la transformation. C'est-à-dire que, bien évidemment, si on remonte un certain nombre d'éléments, qu'on analyse les aspects positifs, négatifs, l'idée derrière, c'est de pouvoir aboutir aussi à des plans d'action. Donc, c'est de pouvoir équiper les structures qui sont intéressées, de pouvoir aussi passer de ces espaces de discussion et d'analyse à la fabrication de plans d'action qui permettent d'améliorer certaines dimensions. Et puis, évidemment, ces espaces d'expression, ils concernent à la fois ce qu'on appelle la capacité à discuter du travail, hein, sur le travail, mais c'est aussi dans le cadre, et notamment des structures les plus importantes qui ont des CSE, c'est de pouvoir aussi faire bénéficier l'espace dialogue social de ces éléments-là, parce qu'il y a évidemment des registres sur lesquels le dialogue social est extrêmement important, et notamment sur, par exemple, les questions de télétravail, qui ne sont pas que des questions d'organisation au sein de la structure, ou voire d'organisation individuelle ou interindividuelle, mais qui sont aussi autour de questions sur des règles qu'il y a à mettre en place, des règles de fonctionnement, des règles autour du temps de travail, etc. Je ne rentre pas dans le détail, je pense que vous avez ces éléments-là et on pourra en discuter, mais du coup, la question de la socialisation et de comment, au niveau du dialogue social, on peut s'emparer de justement une meilleure visibilité de ce qui s'est passé durant la période de crise, c'est quelque chose qui va renforcer le dialogue social et qui ne peut finalement qu'aboutir à une meilleure concertation, voire une meilleure négociation dans certains cas. Voilà, donc c'est ces principes-là et ce cadre-là qu'on propose, en tout cas qu'on a discuté avec l'UDES et qu'on propose aux structures adhérentes de pouvoir voilà, bénéficier avec le dispositif que je vous ai présenté tout à l'heure. Voilà, alors peut-être sur les modalités de l'action, alors j'enchaîne, je suis désolé, mais je pense que les questions vont arriver au fur et à mesure. Ouais, n'hésitez pas, hein, Oui. pas si vous avez des questions sur ces détails. On va rentrer là, Laurent, car on va rentrer dans le détail hein, de l'accompagnement qui sera proposé, aussi sur les thématiques, hein, on va y revenir. Donc n'hésitez pas, évidemment, si vous avez
des questions en cours de présentation, on y reviendra. Je vous laisse la parole, hein, Laurent, mais pardon. Mais Oui, oui, je vous non, mais arrête. j'ai presque fini. Alors, donc, cette dernière partie du dispositif, comme on l'a dit, hein, on a ce qu'on a discuté entre nous et qui vous est proposé, mais qui reste ouvert derrière, et c'est la discussion qui va le faire. Mais je voudrais maximiser le temps de discussion, donc je suis désolé, j'enquille un peu rapidement les éléments et je ne vous laisse pas beaucoup de temps pour digérer ça. Mais on reprendra tout ce qu'il faut dans les échanges. Donc, l'idée, je vous ai dit, hein, il y a des modalités d'accompagnement individuel et collectif, mais comme on est dans le cadre d'un partenariat avec ce que je vais appeler une branche, hein, même si elle est multiprofessionnelle, donc effectivement les secteurs sont un peu différents, mais quand même avec une identité de secteur, l'idée c'est de pouvoir aussi toucher le plus grand nombre, parce que ça nous paraît important dans ce cas de figure-là, et donc on propose de manière plus primaire, première, j'allais dire, on propose plutôt une modalité d'action collective. Dans le cadre de référence que j'évoquais tout à l'heure, ce qu'on appelle une action collective, c'est le regroupement de 3 à 8 structures. Donc ça, c'est le cadre qui nous est imposé. Donc si on a plus de 8 structures, eh bien, simplement, on démultipliera les actions collectives autant que c'est nécessaire et autant que le dispositif et nos ressources le permettent. En tout cas, on est dans cette logique de mettre ensemble plusieurs structures. Le cœur de l'action collective, je ne reviens pas dessus, mais il y a ces 3 points-là que j'ai synthétisés en disant, évidemment, il y a de l'apport de connaissances sur les thèmes abordés. Je vais y revenir, hein, sur les thèmes abordés. Il y a des apports de méthode, puisque je vous ai dit qu'on était là aussi essentiellement pour vous aider à structurer une méthode. Alors, bien sûr, on vous accompagne, hein, c'est le but. Ce n'est pas simplement de vous donner des guides et des kits, hein, il s'agit de vous accompagner à la mise en place. Et puis, centré aussi sur la question des espaces d'échange et de partage autour des questions du travail, sachant que, et vous le savez probablement pour la plupart d'entre vous, parler du travail et parler de ce qui va bien et de ce qui ne va pas bien dans le travail, surtout de ce qui ne va pas bien ou ce qui marche difficilement, etc., ça ne va pas de soi. Et donc, l'idée, c'est bien aussi de vous aider à organiser cette capacité d'expression et d'analyse sur les questions du travail. Voilà. Donc ça, c'est la partie collective des temps. Et puis, il y a des accompagnements individualisés qui vont, dans le schéma qu'on propose, plutôt se positionner dans ce qu'on va appeler des intercessions. C'est-à-dire qu'à l'issue d'un temps collectif, il y a un accompagnement individualisé pour chacune des structures sur le thème qu'elle aura retenu et pour lequel elle s'est inscrite. Et ces accompagnements individualisés, là, donc, vous vous aidez effectivement à mettre en place ces différentes composantes d'une démarche de retour d'expérience apprenante. Et donc, l'appui sera évidemment singularisé en fonction du type de structure, son effectif, son activité, le thème qu'elle aura choisi, etc. Donc, on répond aux besoins spécifiques de chaque structure. Et puis, voilà. Et puis, sur ces temps d'intercession, il ne faut pas se voiler la face. On n'a pas 50 jours à proposer pour chacune des structures. On n'en aurait d'ailleurs ni les moyens, mais ni le temps non plus pour soutenir ça. Donc, c'est des temps assez courts. Ce qui veut dire que la position dans laquelle on met les structures, c'est une position de type faire-faire. C'est-à-dire qu'on est là pour accompagner les structures qui, elles, feront. Donc, on les aidera dans le démarrage à l'acquisition de ces dimensions outillées de la démarche. Et ça, on est capable de vous aider sur ces sujets-là. Mais l'idée, c'est quand même que vous preniez la main et que ce soit vous qui, finalement, fassiez réaliser le travail. L'idée étant simple, c'est que si vous avez décidé, parce que c'est ce qui vous intéresse de travailler sur les questions managériales pendant la période de crise, vous pourriez aussi avoir besoin ou envie de travailler sur la question de la prévention des risques. Vous pourriez aussi avoir envie de travailler sur la question du télétravail, qui est aussi très liée à la question du management, mais aussi sur la question de, je sais pas quoi, des liens avec vos financeurs, par exemple. Enfin, n'importe quel sujet est susceptible finalement d'interroger l'organisation. Et donc, l'idée, c'est que vous puissiez ensuite, avec cet outillage-là, pouvoir aussi aborder d'autres thématiques, d'autres sujets dans la durée, sans que vous ayez besoin d'être accompagné. Du coup, on est bien dans une logique de transfert un peu de méthodologie et d'accompagnement à ce transfert. Donc, globalement, les 3 dimensions qui sont proposées, c'est bien comment on s'organise en interne pour pouvoir faire un retour d'expérience,
comment on fait pour recueillir et analyser finalement ce qui s'est passé du point de vue des activités de travail sur le thème qu'on a retenu, et puis derrière, comment on fait pour bâtir un plan d'action et le mettre en œuvre pour améliorer un certain nombre de choses ou pérenniser un certain nombre d'aspects. Voilà, donc c'est schématique, mais on est plutôt autour de ça. Alors les 3 thématiques qu'on a proposées, on a retenu ça. Non, ça ne sort pas du chapeau, évidemment, c'est parce que c'est des problématiques importantes durant la période, mais aussi parce que ça correspond aussi aux axes de travail de l'UDES dans le cadre de la RADEC, notamment, pas que, mais aussi dans le cadre de la RADEC. Donc du coup, on propose de manière peut-être première d'aborder ou prioritairement d'aborder ces 3 thèmes-là. Et encore une fois, comme l'a dit Charles tout à l'heure, ce n'est pas complètement exclusif. Donc, toute la discussion restera ouverte autour de ça. Donc, il y a 3 thèmes. Le télétravail. Alors, le thème du télétravail, finalement, on ne va pas passer trop de temps là-dessus parce que je pense que c'est vécu par pas mal de structures. Mais évidemment, télétravail, on en avait l'habitude, on n'en avait pas l'habitude. On a été brutalement mis devant le fait du télétravail, avec des organisations qui n'étaient pas prévues pour. Donc voilà, ça pose ces questions-là, avec des salariés, on en entend beaucoup parler, qui sont retrouvés souvent du télétravail à domicile, mais avec un outillage éventuellement inadapté, on n'avait pas les logiciels qu'il fallait, on n'a pas la connexion qui va bien, enfin voilà, il y a tout un tas de choses. Et puis, parfois aussi une impréparation un peu contractuelle et qui renvoie aussi à des questions autour de c'est quoi les temps de travail, et puis aussi, faut se dire les choses, c'est la question derrière du contrôle du travail fait, du contrôle de la légalité des horaires de travail. Voilà, on le voit, hein, on ne va pas rentrer dans le détail pour l'instant, mais il y a eu beaucoup de sondages de faits, beaucoup d'enquêtes qui ont été faites là, durant toute la période, et on voit bien que ça oscille entre du désengagement, d'une part, vers aussi du surengagement, et beaucoup de travail avec des gens qui s'organisent avec des amplitudes énormes, ce qui ne veut pas dire qu'ils font plus d'heures ou beaucoup d'heures, mais qui, parce que ça convient dans la conciliation des temps, voilà, s'organisent. Mais tout ça, ça peut être une boîte noire pour la structure, alors qu'elle a aussi une responsabilité vis-à-vis de ces questions-là. Donc, ça pose, vous voyez, le télétravail est un sujet fort, et qui est un sujet qui va se maintenir. C'est-à-dire qu'il y a cette question du télétravail qui a été peut-être un peu brutale pour pas mal de structures, mais en même temps, elle va se reposer derrière avec des salariés qui voudront poursuivre le télétravail parce qu'ils y trouvent de l'intérêt, et avec une réponse à apporter à ça. Et puis, à l'inverse, des salariés qui auront été un peu dépités de les questions du télétravail, ça se voit aussi, et qui, évidemment, voilà, pour lesquels il va falloir travailler. Et puis, toute la cohérence entre une organisation au télétravail et une organisation en présentiel, et comment on jongle avec tout ça. Donc voilà, donc c'est toutes ces questions-là qui se posent aux structures, et sûrement d'autres que vous éprouvez de manière beaucoup plus précise, mais qui font que le télétravail est un sujet majeur et qui nous intéresse. Donc ça, c'est le premier sujet. Je vais embrayer sur tous les sujets, puis après, on aura les témoignages, et puis on engagera la conversation derrière. Ensuite, il y a la question du management à distance, qui évidemment est en partie liée au télétravail, alors soit le télétravail des collaborateurs, mais aussi le télétravail des encadrants, qui de la même manière a posé un certain nombre de questions. Hein, quand vous avez un standard qui prend les appels, mais que c'est une petite structure et que vous n'avez pas de standard automatique, vous avez la directrice de la structure qui fait rerouter les appels chez elle pendant la période de crise, parce qu'elle ne veut pas perdre la continuité de l'accueil, qui est une fonction importante dans sa structure. Oui, ça pose des questions de cet ordre-là. Et du coup, toutes les questions autour du management, c'est la question entre le soutien du management apporté aux salariés éventuellement en télétravail, et puis la question du contrôle. Et on est toujours en train d'osciller, quand on est manager, entre ces dimensions-là. Est-ce que les délais vont être tenus? Comment on me rend compte de l'activité de travail et de l'avancement de tel ou tel sujet, projet, etc. Donc, il y a toutes ces questions-là.
Il y a aussi la question de l'engagement des salariés. C'est comment alors j'aime pas le terme motiver mes équipes, mais comment je favorise l'engagement, comment je fais en sorte que mes salariés ne dépriment pas, ne soient pas désengagés de leur travail. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place aujourd'hui? Et parfois, on a des questions importantes autour de ça parce que peu préparé, peu outillé du côté du management. Et voilà, c'est comment on fait encore collectif quand on a des organisations qui sont parfois structurées en partie en présentiel et en partie en distanciel. Il y a évidemment derrière le fait qu'il faut parfois fabriquer de l'outillage adapté. Outillage, ce n'est pas forcément des outils techniques, hein, mais c'est aussi des outils de cohésion, de gestion des projets ou des choses comme ça. Et ça, on n'est pas forcément préparé. Et puis, évidemment, toutes les questions derrière des pratiques du management. Et c'est ces pratiques-là qui sont importantes dans le cadre d'un retour d'expérience. C'est ça qu'il faut aller regarder pour voir qu'est-ce qu'elles ont produit finalement. Est-ce qu'on a de nouvelles pratiques intéressantes ou est-ce qu'on a des pratiques managériales qui finalement n'ont pas porté leurs fruits ou voilà, n'ont pas abouti à des choses qui étaient importantes, aussi bien sur la question de la gestion des temps, la communication, la question des régulations, comme on dit, hein, c'est-à-dire comment on aide à la prise de décision et on soutient les équipes, voilà, tout un tas de choses autour de ça. Donc ça, c'est notre deuxième sujet. Vous voyez, il est à la fois en lien avec le premier, mais pas que, quand même, parce que, encore une fois, ça peut être aussi le manager à distance avec des équipes en présentiel. Donc c'est vraiment l'entrée par la question du management, avec évidemment une capacité à jongler et à prendre en compte ces questions de télétravail et de travail en présentiel. Donc, et puis le troisième sujet, c'est le dialogue social. Alors, évidemment, le dialogue social, d'abord, il est important pour vous, mais je pense qu'il est important pour toutes les structures. Il s'est passé des choses très, très disparates en matière de dialogue social, enfin, en tout cas, dans un spectre assez large. Il y a des structures dans lesquelles le dialogue social s'est renforcé pour des raisons aussi d'organisation des protocoles sanitaires ou des protocoles de reprise d'activité ou de continuité d'activité, dans lesquels finalement on a des représentants du personnel qui, pour certaines structures, étaient plutôt réactifs parce que c'est souvent comme ça, et qui sont devenus très proactifs parce qu'on n'avait pas forcément les moyens, et du coup c'est un peu eux qui ont pris la main sur ces questions-là, et du coup ça renouvelle un peu les questions de dialogue social. Et puis à l'inverse, on a des dialogues sociaux dans certaines structures qui se sont retrouvés plutôt dégradés pour aussi là, des tas de raisons, hein, ça va trop vite. Hein. Moi, j'ai vu ça dans une structure de service à la personne où les protocoles descendaient de l'ARS, il fallait mettre en place sous moins de 24 heures et ensuite rendre compte de ce qui avait été fait à l'ARS. Et ce que disait le directeur que j'avais, c'est de dire d'habitude, nous, on a plutôt des processus de concertation et on co-construit des règles. Là, vu ce qu'on nous demandait et les exigences voilà, pesant des tutelles, on a bypassé ce truc-là. Donc, on informait quand on pouvait informer, mais ce n'était pas satisfaisant et ce n'était pas dans le cadre du dialogue social, ni pour la direction, ni pour les représentants du personnel. Donc, voilà, il y a des exemples comme ça, on en a beaucoup. Et donc, il y a toutes ces questions-là. Bien sûr, la question de l'acuité, de la prévention des risques, qui est une question très importante avec un cadre qui s'impose aux entreprises de prévention des risques professionnels. Et parfois, la prévention des risques professionnels est plutôt mise de côté sur les risques dits, entre guillemets, classiques, et parce qu'on se focalise uniquement sur la question des protocoles sanitaires, au risque de voir revenir des difficultés. Et même si là, il n'y a pas encore beaucoup de statistiques, mais on a plutôt de manière qualitative certains médecins du travail qui nous disent, moi j'ai des structures dans lesquelles là on commence à avoir des plaintes sur les troubles musculo-squelettiques par exemple, qui sont plutôt dans les risques, on va dire classiques, parce que effectivement l'activité change compte tenu des contraintes et que ça c'est pas regardé, c'est pas pris en compte. Et c'est quand même des choses qui sont importantes du point de vue du dialogue social. Et puis le dernier aspect sur le dialogue social, c'est aussi comment le dialogue social se fait entre les partenaires sociaux au sein des structures, parce que ni les uns ni les autres ne sont comment dirais-je, épargnés par le présentiel, le distanciel, l'arrêt de travail, etc. Comment, quand on est élu CSE, finalement, on arrive à toucher ses collègues
que d'habitude on peut aller voir dans les différents services en présentiel, etc., que là on ne voit plus et on n'est pas nécessairement équipé pour ça. Et donc ça peut créer de la distance, on peut passer à côté aussi des remontées d'informations dont on pourrait avoir besoin. Donc vous voyez, il y a tout un tas de choses autour de la question des questions du dialogue social, ce sont des questions très importantes. Voilà. Et puis, bien sûr, les questions de négociation. Derrière, c'est est-ce qu'on négocie pendant la période de crise sur un certain nombre de sujets qui ont à voir avec les questions d'organisation et de management. Voilà, c'est tous ces éléments-là. Donc voilà, les 3 sujets, pour faire court, hein, mais les 3, et puis mettre un peu voilà, en bouche, si je puis dire, pour vous laisser parler derrière. Les 3 sujets qu'on propose, encore une fois, ce n'est pas complètement exclusif, mais on pense que c'est des sujets qui sont extrêmement importants et qui, à mon avis, devraient avoir de l'écho pour les structures présentes. Voilà, moi j'en ai fini avec ma présentation un peu à marche forcée. Je parle vite, j'en suis désolé. Non, mais c'était très c'est clair. enregistré. Hein, donc, c'est enregistré. On Après, a déjà indiqué que le support serait présenté aussi oui. aux participants. Après, je peut-être juste en 2-3 minutes, si Damien veut réagir. Oui, c'est ça, j'allais en effet. Ouais, ça serait voilà, un vous autre êtes accompagné de Damien Huyghe du cabinet. Et puis ça le permet de se faire identifier aussi. Tout à fait. Du cabinet donc Entropie, qui est un des cabinets, ce n'est pas le seul, qui intervient dans le cadre de cet accompagnement qu'on va proposer et qu'on va vous proposer. Peut-être Damien, en un mot, pour déjà vous présenter et puis peut-être présenter un peu l'esprit de l'intervention que vous avez déjà pu faire dans d'autres secteurs éventuellement ou dans d'autres domaines, hein, dans votre vie professionnelle, sur cet accompagnement pour que les structures là qui nous écoutent puissent saisir aussi l'esprit qu'il y a derrière en termes d'accompagnement et de faire, comme le disait Laurent. Alors, bonjour à tous. Donc moi, Damien Huyghe, je suis ergonome. Donc je fais partie d'un des 3 groupements qui a été retenu en Hauts-de-France par l'ANACT et par l'ARAC pour intervenir auprès des entreprises. Hein. Donc on intervient à tour de rôle sur la région. Et nous, dans notre groupement spécifiquement, on est 3, donc Concilio, Prisme et Entropie. Et donc on intervient aussi en fonction des thématiques et de nos agendas et des questions qui sont posées. Alors, juste donner un filigrane, quoi. C'est le type d'accompagnement, par exemple, en ce moment. Donc, moi, je suis une association d'alphabétisation qui a vu son activité disparaître à 90% avec le Covid. Donc, ça pose des questions de maintien de la structure et puis de bien-être des salariés autour du fait de comment tu fais pour travailler quand tu n'as presque plus d'activité et comment tu restes motivé, comment tu restes en situation de pouvoir aider l'autre quand toi-même tu es en questionnement. Donc ça, c'est par exemple un premier exemple. Deuxième exemple, on intervient auprès des offices de tourisme. Donc ça, c'est une action qui est groupée avec la RACT et Hauts-de-France et où on intervient pour plusieurs offices et dans un cadre où on est beaucoup plus sur une action collective autour de comment on fait du tourisme et comment on fait de l'accueil de touristes quand il n'y en a plus, ou quand, en tout cas, les modes qu'on nous demande d'intervention auprès des touristes changent de façon radicale. Et puis là, en ce moment, on est en train d'étudier une demande d'une 3e entreprise, qui est une entreprise de transport, qui va être donc un accompagnement individuel qui va être remis dans un accompagnement national, puisqu'il y aura des règles qui vont être faits au niveau de plusieurs entreprises du transport. Hein, ça peut être des questions du type on a l'impression finalement qu'au travers des 3 confinements, les conditions de travail des routiers ont été les mêmes. C'est absolument pas vrai. Et donc, c'est vrai, moi, mon point de vue à moi, c'est que c'est vrai pour personne. C'est-à-dire confinement 1 n'est pas confinement 2, n'est pas confinement 3. Et évidemment qu'on a l'impression d'être dans la même moulinette, mais que du point de vue des structures, ce n'est pas du tout les mêmes enjeux. Le premier, on a été sidéré. Le deuxième, il a fallu s'adapter. Le troisième, on essaye de tenir. Donc, on n'est pas du tout dans les questions de conditions de travail sur les mêmes enjeux. Donc, ça peut renvoyer à des choses qui ont lieu avec l'usure. Hein. Les gens ont tenu au début. Est-ce que vous sentez que dans vos structures, ça lâche? Comment on accompagne ça? Comment on prépare la fin? Est-ce qu'on aura un effet de décompensation à la fin? C'est-à-dire si on imagine, heureusement, qu'on va en sortir. Voilà, on a tenu tous pendant 12, 13, 14, 15 mois. Comment ça va se passer quand ça va lâcher? Et donc, comment est-ce qu'on évite la décompensation ou comment est-ce qu'on évite les conflits de valeurs, hein? Là, par exemple, moi, j'ai des entreprises où on a des affrontements sous-jacents de type qui ressemblent beaucoup pour moi à ce que j'ai vécu dans les affrontements suite à des grèves dans des grosses structures. C'est-à-dire que là, on a par exemple, la position sur est-ce que j'accepte le vaccin, est-ce que j'accepte pas le vaccin, est-ce que j'accepte le protocole sanitaire, est-ce que j'accepte le port du masque, sont presque aussi clivants de t'as fait grève ou t'as pas fait grève. Et ça, typiquement, c'est des choses qu'on aura tendance à pas discuter aujourd'hui, alors que
du point de vue de mon engagement citoyen et de mon engagement personnel, je peux demain être très, très en difficulté à travailler avec vous tous, parce que, par exemple, je raconte n'importe quoi, moi, j'aurais dit, je ne mettrai jamais mon masque, et vous avez tous dit, oui, mais moi, je vais mettre le masque parce que je pense que c'est important pour la santé des autres. Et donc, ça, c'est des clivages de valeurs qu'on va retrouver après, qui sont pourtant pas adressés, hein, qui sont très durs à adresser parce qu'on rentre dans la valeur personnelle, mais qui sont du point de vue d'engagement social et de travail. Et puis, ça peut être aussi, dans l'accompagnement, qu'est-ce qu'on fait pour après? C'est-à-dire là, on a tendance à adapter le protocole, on voit que ça tombe, on voit que ça descend l'ARS, on voit qu'il faut faire. Mais tout ça, qu'est-ce que ça dit sur le travail futur? Par exemple, là, on a accompagné, pas dans un dispositif objectif reprise, mais on a accompagné des salariés de Canal+ dans le cadre d'un déménagement. Le télétravail leur est tombé dessus. Bon, comment je continue à faire de la télé alors que je suis partiellement en travail à distance, que je n'avais pas imaginé, qu'il y a un accord de télétravail qui répond absolument pas aux besoins, et que pour autant, il faut bien réussir à faire entre les deux. Il faut du matériel. Donc voilà, c'est le genre de questionnement qu'on peut adresser. Et donc là-dessus, on traite, ou par exemple, j'accompagne en ce moment un groupement d'agriculteurs qui a vu le confinement mettre à mal donc des agriculteurs qui se sont regroupés entre eux pour travailler ensemble, et le confinement a fait qu'ils n'arrivent plus à travailler ensemble. Et ils étaient en crise, tous les 6, là, en se disant, en fait, on n'y arrive pas. Et moi, mon travail a été de mettre à distance attends, est-ce que vous y arrivez? Est-ce que vous n'y arrivez pas? Est-ce que le confinement a fait que vous n'y arrivez plus ou pas? Ce qui est quand même très différent du point de vue du questionnement. Donc voilà, c'est le type d'accompagnement qu'on peut faire auprès de vous et qu'on sait adresser. Ok, merci beaucoup pour ces précisions, elles sont très, très précieuses. C'est intéressant aussi d'avoir ces regards extérieurs, je dirais, à nos secteurs évidemment d'activité, tout en ayant bien entendu en tête que le travail et la typologie des métiers dans nos secteurs est aussi particulière et qu'il faut s'y adapter. Donc voilà, vraiment merci pour ces éléments. Ça va me permettre d'ailleurs, la transition est toute trouvée, de pouvoir donner la parole pour aussi engager l'échange avec vous hein, sur ces sujets. On a brossé déjà beaucoup de sujets là en quelques minutes sur la question du télétravail, du management à distance, du dialogue social. Ça nous intéresse beaucoup hein, de vous écouter aussi, participants, je m'adresse évidemment aux participants du webinaire, sur ces sujets, d'avoir vos retours éventuellement écrits via le module QR ou à l'oral en levant la main. Vraiment, la parole est ouverte. Peut-être pour démystifier la première prise de parole, qui est toujours jamais évidente, je vais demander à Jean-Philippe Guillain, qui est directeur de la Mutualité française des Hauts-de-France, d'intervenir en témoignage, en premier témoignage sur ce sujet, pour que vous puissiez déjà présenter, même si c'est une structure évidemment connue hein, de l'ESS, la Mutualité française, mais déjà représenter évidemment vos activités. Et puis, au fond, comment vous avez vécu cette période, cette année, ces 12 mois là, qui ont été exceptionnels à bien des égards, et comment vous avez mis en place aussi des process, éventuellement d'un dialogue au sein de vos structures pour vous adapter tout simplement. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité afin de remonter et de faire un retour d'expérience et un témoignage. Je voulais dire que les propos de M. Caron et de M. Huyghe, je m'y retrouve parfaitement parce que l'articulation entre télétravail, management à distance, ça fait partie des éléments d'évolution et des éléments d'accompagnement qu'un directeur doit apporter avec ses collaborateurs. Je vais d'abord, dans un premier temps, faire une rapide présentation de notre organisme. La Mutualité française donc, est un acteur social et un acteur de santé. L'union régionale de la Mutualité française des Hauts-de-France que je dirige, et le président, c'est M. Philippe Poitier qui participe à vos réunions. C'est en fait une union. Donc, nous avons plusieurs missions. Ces missions tournent autour de 3 activités particulières. Donc, la première, c'est une fédération régionale, je voudrais dire, qui regroupe 140 mutuelles sur la région. Alors, quand je dis 140 mutuelles, ce ne sont pas 140 mutuelles qui sont, comment dirais-je, implantées avec un siège social dans la région.
c'est 140 mutuelles qui ont des adhérents sur la région. Bon, je cite toujours par un exemple, la mutuelle de l'aéronautique qui est basée à Toulouse, puisque c'est le centre de l'aviation en France, a 300 adhérents en région de France, donc ils sont adhérents chez nous. On a également une activité d'offreur de soins au travers de 9 organismes qui gèrent ce que l'on appelle des SAM, des services de soins donc, ambulatoires mutualistes. Le président Bertin est d'ailleurs président de la plus grosse entité de cette organisation. Donc, ça va des centres d'optique, cliniques dentaires, pharmacie, audioprothèses, hôpitaux à domicile, hein, et services de soins infirmiers à domicile également. Donc, c'est une activité importante pour la mutualité, puisqu'on couvre l'ensemble du champ des besoins des adhérents. Donc là, c'est la première, je dirais, la première mission, la fédération. Ensuite, nous représentons, à savoir que nous sommes représentants sur la région, de notre fédération et aussi de ces 140 mutuelles. Là, l'idée, c'est qu'on puisse, lorsque l'on a, par exemple, un rendez-vous avec monsieur le préfet de région, c'est d'éviter d'avoir 140 rendez-vous de l'ensemble des mutuelles. Donc là, on porte le message de la mutualité. La dernière mission, c'est la défense des intérêts. Donc, la défense des intérêts, là, c'est une grosse partie, vous verrez après au niveau de nos activités, de lobbying et d'influence. C'est-à-dire qu'on va défendre les intérêts des mutuelles au travers, je vais vous donner des exemples concrets, des rencontres au niveau des parlementaires pour défendre des positionnements. Le dernier, c'était la taxe Covid que les mutuelles, les complémentaires santé ont eu à encaisser. Donc là, on a un travail assez important à faire sur un maillage avec derrière des interventions, soit dans des structures où nous sommes déjà présents de par, je dirais, la législation. Je pense notamment aux caisses primaires où la mutualité est présente. C'est l'Agence régionale de santé, ce sont par exemple des organismes comme les conférences des financeurs dans les départements, les UGCAM, bon, la liste est longue, et également, bien évidemment, le mouvement d'économie sociale et solidaire au travers du CESE, de la CRES et de l'IDES. Donc là, ces missions, on peut les organiser autour de 3 grandes activités. Alors, il y a une activité où on est en partenariat assez important avec l'ARACT, c'est l'activité prévention. Donc, on a sur le volant d'affaires à peu près 50% de notre activité qui porte sur les actions de prévention au travers et portées par les mutuelles et également par les entreprises. Donc, la sensibilisation sur les risques psychosociaux, le télétravail. Moi, j'ai deux spécialistes en interne qui travaillent sur ces sujets. Donc, c'est bien évidemment un élément sensible pour moi et pour l'ensemble de la maison. Donc, une activité de prévention. Je ferai un focus particulier tout à l'heure sur les modifications, parce que c'est eux qui ont, entre guillemets, subi de plein fouet la nouvelle modélisation de l'organisation sur leur activité propre. On a donc, comme je l'indiquais, un rôle aussi en termes d'influence. Donc là, globalement, ce sont des activités qui vont permettre de faire porter à connaissance les positionnements de la mutualité sur des thématiques comme, par exemple, le grand âge et l'autonomie. Le président de la République en avait parlé, le Premier ministre également. Là, il semble que ce soit un peu passé en arrière-plan. C'est un sujet qui nous tient à cœur et sur lequel on a sensibilisé les députés, les sénateurs et également un certain nombre de maires de grandes communes.
Et ensuite, on a une troisième grande activité qui est, alors, je dirais, la catégorie un peu diverse, c'est le service aux mutuelles. Je vous donne un exemple. Nous avons, au niveau de l'Union régionale, donc une forte activité de formation. Formation des administrateurs, des élus, des mutuelles donc, que nous fédérons. C'est une formation qui est liée également à des contraintes techniques et réglementaires par rapport à des dispositifs de contrôle de l'autorité de contrôle et prudentielle de la mutualité. Alors, concernant l'activité, bon, c'est une activité principalement de service et c'est une organisation avec des fonctions assez classiques de l'entreprise. Nous regroupons 19 collaborateurs qui donc, sont ventilés sur je dirais deux grandes fonctions. Alors, je vais appeler les fonctions de production. Donc là, ce sont principalement des fonctions d'études, d'ingénierie de projet. Ce n'est pas de la production. Je veux dire, dans le bilan, je n'ai pas de stock. Le stock, pour moi, c'est la matière grise des collaborateurs qui travaillent et qui proposent des actions de prévention, qui proposent des plans d'action, de communication. Et ensuite, des fonctions classiques de support, donc du secrétariat, de la comptabilité, du contrôle de gestion, et également un pôle important, la partie ressources humaines, donc avec derrière la paye, la gestion des carrières et la formation des collaborateurs. Donc cette expérience, on l'a vécue sur plusieurs périodes. Il y a eu, comme l'a rappelé M. Huyghe, le premier choc, c'était la première période qui couvre mars 2020 à juin 2020. C'était un petit peu quand je dis le choc, c'est un mot un peu fort, mais c'était quand même un petit peu un coup de poing dans notre organisation qui a dû être revu. Alors, on avait la chance parce que c'était aussi une volonté, modestement, du directeur donc, de MAPOM, d'avoir une agilité au niveau de notre système d'information. Et on avait un système d'information, donc ce qui est la colonne vertébrale informationnelle de la maison, qui, dès le départ, avait une architecture axée sur la mobilité. Donc, très clairement, on venait au mois de novembre 2019 de finaliser et de faire le recettage de notre système d'information complètement mobile, transversal, et qui se traduisait par exemple, je cite quelques exemples parce que ça permet d'illustrer pour les collègues qui écoutent, tous les collaborateurs étaient équipés d'ordinateurs portables et de smartphones. Donc, il est clair que ça a été, comment dirais-je, un élément important. J'oserais dire que le 12 mars, on a fermé nos ordinateurs au bureau et le 13, tout le monde avait la connexion et un certain nombre de dispositions qui permettaient de rester en contact, certes distanciel, mais avec également un élément important, c'est que la structuration du cloud chez nous permettait, par une base de données partagée, de continuer à communiquer de façon assez transparente et assez rapide et efficiente. Sur l'aspect plus réglementaire, sur cette période, on a appliqué le premier protocole gouvernemental, donnant des orientations en matière de protection des collaborateurs. Donc, bon, une petite illustration, ça a été les premiers éléments où on a acheté des masques, du gel hydroalcoolique, des mesures de prévention également anticipées sur le nettoyage des locaux, puisqu'on avait des appelements à faire pour les entreprises de nettoyage. Bon, ça a été également toute la partie liée au calcul des jauges pour les salles de réunion. Bon, ça, c'est une partie qui a été relativement bien vécue et sur laquelle on n'a pas eu trop de difficultés.
La principale difficulté qu'on a eue, c'était sur l'activité prévention telle que je vous l'avais évoquée dans son contenu, parce que c'est une activité où on va au-devant d'un public, au-devant des militants, au-devant des participants à des forums qui sont bien sûr organisés avec du présentiel, à savoir une location de salle, on prépare le café, on reçoit, on présente nos invités, un petit peu comme notre réunion, mais de façon présentielle. Donc là, très clairement, ça a été un petit peu comment dirais-je, une revoyure complète des process. Alors, ce que l'on a fait dans un premier temps, ça a été de prévenir durant cette phase d'adaptation par une communication ciblée l'ensemble de nos partenaires. On a des partenaires qui sont l'Agence régionale de santé, le département, et qui sont, entre guillemets, des donneurs d'ordre, parce que c'est nous qui mettons en harmonie et en pratique les réponses aux appels à projets que l'Agence régionale de santé nous adresse. Donc là, il y a eu une phase d'adaptation avec un dialogue avec nos partenaires. Bon, on a eu dans un premier temps une annulation des actions. Bon, vous imaginez, on a des actions, par exemple, dans des collèges, des lycées. On a aussi des actions grand public. Et on avait également toute une partie de notre activité en prévention en direction des personnes âgées. Donc, les mesures de protection ont fait que sur ces activités-là, on a stoppé complètement notre activité. Alors, j'en profite également pour vous donner, parce que c'est un positionnement qui a été compliqué à mettre en œuvre et en même temps qui gardait nos valeurs. Nous n'avons pas fait appel durant cette période au chômage partiel. D'accord. Donc très clairement, c'était une volonté du président de la fédération. C'est un échange qui a été réalisé également au sein de nos instances en région Hauts-de-France. Et notre volonté a été de préserver les collaborateurs, puisque bon, dans le cadre des échanges que j'ai pu avoir avec les membres du CSE, la question des compléments pris en charge ou non par l'entreprise avait été posée. Donc là, il se trouve que l'on a choisi de ne pas faire appel au chômage partiel. Bon. Ça nous a coûté, clairement. Sachant que moi, à l'entrée de cette période, j'ai tout de suite communiqué au niveau des collaborateurs en leur expliquant qu'on allait traverser une période compliquée. Ensuite, qu'on allait devoir être soudés et très collaboratifs et renforcer notre collectif. C'est une façon là tout à fait personnelle que je décline au sein de l'entreprise. On a beaucoup, et je vous l'expliquerai un petit peu après dans les différentes actions qu'on a pu réaliser et les modélisations nouvelles qu'on a pu faire. Moi, j'insiste toujours sur le collectif. Le directeur, c'est certes un directeur, mais sans ses troupes et sans ses collaborateurs, moi, je ne peux rien faire. Je peux rien faire. L'idée, c'est qu'on a tous des idées. Par contre, on a plus d'idées dans 15 têtes que dans une seule. Après, la responsabilité de la prise de décision en fonction, je dirais, d'avantages, d'inconvénients, d'opportunités, de menaces, c'est moi qui prendrai la décision. Hein. Ou alors le conseil d'administration pour certaines décisions qui sont plus importantes. Donc là, c'est aussi un élément important parce que le terreau était quand même favorable à la réflexion collective. J'ai par exemple une réunion du comité de direction tous les premiers lundis du mois qui dure environ 3 ou 4 heures. Et c'est aussi un lieu d'échange. On a des lieux d'échange supplémentaires. Alors, c'est vrai que ça prend du temps, ça peut paraître très chronophage, mais on le retrouve très, très largement après sur le fonctionnement et la fluidité du fonctionnement. Bon, il y a des pistes d'amélioration, on n'est pas parfait, très clairement, mais ça a facilité, entre guillemets, le choc de cette première période.
C'était des instances qui existaient d'avant la crise, hein, c'est ce que je comprends? Est-ce que vous avez mis aussi en place des lieux de communication ou des actions spécifiques, du fait de la crise ou c'était aussi, Oui, oui, oui. Bah ouais, après, je vais vous en parler parce que d'accord. c'est une des pistes que moi j'ai explorées et sur lequel je pense que il y a matière à réflexion, hein. Je sais Ouais. pas si je pense avoir fait correctement cette adaptation. J'en suis pas certain, mais bon, on l'a fait. Et, de toute façon, moi, c'est aussi un slogan que je donnais à mes collaborateurs. C'est si on bouge pas, on est mort. Mmh. Économiquement et socialement et collectivement, il faut qu'on bouge. Donc, par contre, sur les autres activités, donc l'influence et les services mutuels, là, on a eu recours systématiquement à la vie. Donc, très clairement, je pense aux instances, les conseils d'administration, les bureaux. Alors, même si ça ne faisait pas toujours plaisir à tous les administrateurs qui disaient ah, bah oui, mais bon, il n'y a pas de convivialité, il n'y a pas le pot de l'amitié après le conseil. Bah oui, mais bon, ça permet quand même de poursuivre. On est allé jusqu'à une assemblée générale annuelle qui n'a pas été reportée dans ces dates, puisqu'on avait la possibilité de les reporter sur le mois d'octobre, hein, jusqu'au 31 octobre. L'assemblée générale a été faite, alors suivant des critères qui ont été choisis par mes instances, ce qu'on appelle, nous, dans une organisation à huis clos. Alors, durant cette période, je vais revenir un petit peu sur la réflexion sur notre mode de fonctionnement et sur nos procédures. Que je disais tout à l'heure, d'une difficulté, il faut en tirer des enseignements et des pistes de réflexion pour décliner notre stratégie, qui était donc votée par le Conseil et par l'Assemblée générale, au quotidien. Alors, par exemple, des expériences sont ainsi réalisées et tentées. Donc là, c'est pareil, je n'ai pas voulu rajouter sur des collaborateurs qui ont été pleinement touchés par cette pandémie au niveau de leur travail, avec la mise en place du télétravail. Je n'ai pas voulu rajouter une surréaction. Donc, je leur ai dit, vous avez une difficulté, mais par contre, on va traverser tous ensemble je dirais une période extrêmement riche et intéressante. Donc, bougez, faites des propositions, on les déclinera. Financièrement, on peut encore le faire, donc c'est important aussi. Le contexte économique était plutôt encore intéressant. Et puis, les économies réalisées sur un certain nombre d'actions, compte tenu du contexte de télétravail et également le contexte de visio, par exemple, sur les instances, j'ai des éléments extrêmement précis qui sont chiffrés et qui permettent de dire, bon, ben voilà, on a des pistes d'économie parce que le conseil d'administration se réunissant, c'est 36 personnes réparties sur l'ensemble du territoire qui ne déclarent pas de frais de déplacement. Ouais. C'est un exemple, hein. Donc, ces frais de déplacement, on les a utilisés à d'autres dessins d'adaptation et puis de tentatives. Et alors, parfois, on s'est pris des tôles sur un certain nombre d'actions que l'on a mis en place. On a, par exemple, sur les actions de prévention, forcé sur la partie audiovisuelle. On a, par exemple, eu un travail extrêmement important concernant une création, par exemple, d'une action de prévention alors c'était sur une thématique, c'était la santé des aidants. C'était un élément important lié à la crise du Covid. Quand vous êtes aidant familial, donc quelqu'un qui aide une personne dans les tâches de la vie quotidienne, quelqu'un de la famille, c'est clair que le Covid a eu aussi un impact. Donc là, nous, on est rentré aussi dans cette démarche comment dirais-je, d'adapter nos préconisations et en même temps d'adapter notre façon de procéder. Donc, on a par exemple créé, alors ça a été un petit peu compliqué, stressant pour les collaborateurs parce que c'était un peu nouveau, une espèce de plateforme audiovisuelle où on avait créé un duplex entre plusieurs endroits. Calais, Villeneuve-d'Ascq, c'était le lieu où il y avait une troupe de théâtre qui jouait, et Lille, qui était un petit peu
endroits où on dispatchait un petit peu la parole. On a d'ailleurs à ce niveau-là créé, je vous invite à y aller pour découvrir un peu plus notre activité, une chaîne YouTube qui s'appelle Mutualité française des Hauts-de-France. Et vous avez en direction des publics, alors on a une forte présence sur la partie collège et école, avec des actions de prévention portant sur la santé des dents pour les enfants, et également tout le volet sur l'aspect accompagnement des personnes aidées. La deuxième période qui a été pour nous inscrite, je dirais qu'une fois qu'on a eu ce déconfinement provisoire pendant la période d'été, où on a profité également pour se retrouver, alors avec toutes les règles de sécurité bien évidemment, c'était à partir du mois d'octobre où on a poursuivi notre amélioration de la construction d'un nouveau modèle organisationnel et économique. Bon, il se trouve qu'on a une conjonction également par rapport à notre fédération qui souhaitait entamer un plan assez important d'économie. Donc, au-delà même de ce plan d'économie, on a conjugué, et ça a été un petit peu la difficulté que moi j'ai dû mettre en œuvre, c'était nouvelle façon de travailler, Covid, amélioration des collaborations. Je pense notamment à nos collègues des 12 autres régions, parce que nous sommes 13 régions métropolitaines. Donc là, pareil, d'une menace, on en a fait une opportunité d'évolution, tout en encadrant, bien évidemment, au regard de notre législation, que ce soit du télétravail. Donc, ça a été aussi une amélioration. Alors, ce n'était pas du télétravail, puisque c'était du travail collaboratif avec les autres régions. Ça, c'est important également de le souligner, parce que ça a répondu à un certain nombre d'impératifs qu'on nous avait posés. Donc là, j'oserais dire que cette période, depuis le mois d'octobre dernier, le distanciel s'est enraciné, et nous avons essayé là de trouver de l'efficience et je dirais d'améliorer notre présence sur le plan technique, communication et en apport de production. À ce niveau, donc un point important, et là je reviendrai un petit peu plus sur ce qui nous intéresse, puisque nous sommes employeurs et on a, je dirais, des devoirs par rapport à ça. Moi, mon obsession, c'était de garder le contact avec l'ensemble des collaborateurs, et ce que j'expliquais, en renforçant les éléments d'échange et l'interactivité. Donc, j'ai volontairement, au regard de cette situation et au regard aussi du plan de marche qui m'était imposé par mes instances, alors je ne vais pas dire créer, mais j'ai mis en place des dossiers fédérateurs de l'ensemble pour l'ensemble des collaborateurs. Bon, une transversalité, exemple, bon, c'est la préparation en fin d'année des plans d'action pour l'année N+1 et la préparation également des budgets. Ça a permis, de façon un peu peut-être forcée, mais ce n'était pas obligatoire, mais ça a encouragé l'interconnectivité entre, par exemple, un responsable de service qui avait vu ses collaborateurs pour préparer le plan d'action, les budgets associés, et après, derrière, des réunions avec notre responsable comptable. Hein, donc, c'était un petit peu pour, je ne vais pas dire forcer, mais pour garder une certaine… une dynamique, un contact, malgré la situation. Ouais. Bon. Monsieur Guillain, je me permets de vous interrompre un peu, parce que je vais me faire un peu le garant du temps. Je sais que ce n'est pas très sympa ce que je fais là, mais on a jusqu'à 11h30. Ah, pardon. Oui, vous avez plein de choses à dire. C'est parce que c'est des sujets qui me passionnent beaucoup. Oui, je comprends bien. Vous avez eu raison. Peut-être, voilà,
Peut-être avec une question en plus, peut-être parce que ça peut être intéressant, c'est est-ce que vous avez fait du retour d'expérience? Parce que là, vous faites des constats, et est-ce que vous avez, voilà, qu'est-ce que vous dites par rapport à la question de, c'est important de faire du retour d'expérience pour vous sur tout ce que vous avez raconté jusqu'à maintenant, ça a été fait? Voilà, avoir un petit peu aussi Alors, votre… le retour d'expérience, il a été principalement fait par mes soins, mais avec les collègues, les autres collègues des autres unions régionales, où on a eu des organisations très différentes. Moi, j'ai des collègues qui n'étaient absolument pas prêts. Ils avaient, par exemple, c'est le truc tout bébête, mais ils avaient des ordinateurs tours. Donc, le télétravail, ça a été très compliqué. Bon, je vais poursuivre très rapidement. Alors, je suis désolé, je suis désolé, M. Guillain, je vais devoir quand même laisser la parole à Marie-Pierre Mélanie également, qui a aussi, enfin, on a tous des contraintes temporelles, je suis vraiment désolé, mais on va devoir, enfin, je vais laisser la parole. Alors, je vais aller à la conclusion, si vous me permettez, parce que là, j'avais quand même quelques pistes qui étaient plus… moi, les éléments… Alors, j'ai en gros le télétravail. Je regardais, il y avait une émission fort intéressante il n'y a pas longtemps sur la 5, télétravail, évolution de la législation. Là, c'est le juriste qui parle. On a un droit du travail qui est principalement construit, et la jurisprudence également, sur du travail en présentiel au niveau des entreprises. Donc là, moi, c'est des éléments sur lesquels je serais assez vigilant. Ouais. Il y a une évolution à construire sur le sujet. À titre d'information, par exemple, le document unique devra faire référence à cette partie de télétravail. Et ensuite, là, pour les éléments qui sont plus en prospective dans les semaines qui viennent, c'est l'accompagnement immédiat des salariés sur le plan psychologique. Exemple, question, c'est des questions, hein, redéfinir ou voir l'aménagement du rôle de la médecine du travail. On l'a vu il n'y a pas longtemps avec la participation de la médecine du travail sur la vaccination. Ouais. Ok, bah, merci pour ces éléments qui sont… Ouais, non, mais il n'y a pas de souci. J'avais encore plein de témoignages à vous donner. Bah, ça montre en tout cas que cet accompagnement qu'on propose sera utile et qu'il est pertinent et bien ciblé. Je vais quand même me donner, et je m'en excuse auprès de Marie-Pierre, je vais lui donner la parole. Je pense que c'est très important aussi d'avoir une parole d'une structure qui est différente, hein, d'une différente typologie, d'une différente taille, qui est un centre social, hein, donc le centre social de la Morlaix, centre social rural et crèche familiale. Marie-Pierre, avoir ton regard là aussi, alors peut-être hein, sur aussi le retour d'expérience que tu peux nous faire de cette période en matière d'organisation. Tout à l'heure, Damien évoquait le fait, le sentiment peut-être, le rapport en tout cas avec l'espèce de l'idée de grève, et je trouve que c'est intéressant parce que je crois savoir en tout cas que dans les centres sociaux et les crèches, c'était évidemment très complexe, bien entendu du fait du type d'activité. Donc voilà, si tu peux nous en dire un mot là aussi, merci. Alors ton micro, Marie-Pierre, pardon. Ça marche. C'est bon, on t'entend. Ah non, on t'entend plus. Désolé. Est-ce que là, c'est bon? Là, c'est bon, c'est parfait. Super. Donc, je redis merci pour ce très beau témoignage de la mutualité, qui est une très grosse structure. C'est le très gros porteur avec beaucoup d'organisations et beaucoup de personnel. Je rappelle juste notre toute petite dimension. Mon centre social rural, c'est 43 personnes à temps plein. Et la tâche familiale, c'est 18 salariés à temps plein aussi. Donc, comme vous le savez, nous avons été les premiers fermés, puisque nous étions à la Morlaix et que nous étions le premier cluster dans le cadre du Covid. Donc, nous, on a fermé 15 jours avant tout le monde. On a été confinés en totalité, ça nous est tombé dessus. Un samedi soir d'ailleurs, et donc on s'est réunis le dimanche avec quelques collaborateurs pour essayer de fermer au mieux, et en tous les cas de prévenir tout le monde, les parents, écrire, enfin voilà. On a eu toute une organisation qui nous a pris presque
presque la moitié de la nuit du dimanche pour expliquer comment on allait faire le lundi. Donc, difficile. Et en même temps, j'allais dire une très, très belle agilité des personnels. Alors, peut-être parce qu'on avait une gouvernance qui était déjà extrêmement participative, collaborative. Et donc, on a pu travailler très rapidement sur les protocoles sanitaires parce que c'était le plus difficile dans notre métier, hein, puisque vous savez, on accueille des enfants et des familles. Et donc, l'accueil d'enfants et de familles, c'était très compliqué dans le cadre de la phase 1. Donc, bien sûr, on a eu du chômage partiel. Donc, nous, on a fait appel au chômage partiel parce qu'on n'avait pas de visibilité avant mai. Et vous savez, la note du Premier ministre qui a rappelé qu'il fallait continuer à soutenir les associations par les collectivités. Mais avant ça, on n'avait rien. Donc, on ne savait pas du tout comment on allait s'en sortir. Donc, on n'avait plus de parents qui finançaient un tiers des charges de garde. On n'avait pas sur la collectivité et on ne savait pas ce qu'elle allait faire la CAF et le reste. Donc, c'était très compliqué pour nous. Nous avons donc décidé en conseil d'administration virtuel, donc par Zoom, d'immédiatement mobiliser le chômage partiel, l'ASP, et bien nous en a pris d'ailleurs, hein, on a bien fait, en étant extrêmement respectueux de la législation. Ça nous a permis de sortir proprement de cette année difficile, 2020. Donc, très grande agilité des personnels. Et quand les premiers protocoles sont tombés avec beaucoup de retard, on les a presque inventés en mars pour certaines activités qui sont restées actives, fin mars, début avril. On a inventé du protocole parce qu'on n'en avait pas encore de l'État, puisque notre métier était très particulier, donc l'État n'avait pas fait de protocole. Ouais. La DRJS était aux abonnés absents parce qu'ils n'avaient pas de PC portable et qu'ils étaient fermés. La directe, c'était la même chose. Et donc, on était tout seul. Et la médecine du travail n'existait pas non plus. Ils étaient fermés. Donc, il a fallu inventer des choses. Donc, c'est vrai qu'on a été beaucoup chercher sur Internet, partout. Entre autres, on est allé chercher des protocoles sanitaires à l'hôpital, dans des structures comme ça, pour essayer d'adapter à notre métier. Donc, on a compris, on a appris sur la propreté, mais avec les deux personnes en charge du nettoyage de l'établissement, on a bossé la propreté ensemble comme ça, avec des protocoles d'hôpital, en disant, mais qu'est-ce qu'on a chez nous? Et comment on peut faire? Et quels produits? Est-ce qu'on les a? Est-ce qu'on les a pas? Donc, ça, c'est très intéressant, parce qu'on a vraiment créé quelque chose. On a fait, donc ça, c'est pour la propreté, j'allais dire des espaces quand on avait cette obligation de recevoir, comme vous le savez, l'État nous a demandé de pouvoir accueillir dans la crèche et dans la halte garderie les enfants des soignants. Et donc, on s'est trouvé dans un état d'urgence de devoir accueillir des enfants potentiellement peut-être malades ou porteurs sur un espace qui devait forcément être propre parce que peut-être aussi porteur avec des adultes qui accueillaient les enfants. Donc, voilà, on a eu des difficultés, j'allais dire pratico-pratiques, le masque chirurgical, où en trouver. Donc, on a pareil fait des recherches sur toute la France. Et je suis allée, et donc on a de la chance en Hauts-de-France, on avait la lanière de santé qui a été normée très très rapidement. Et donc, on est allé nous-mêmes chercher en voiture nos masques, parce qu'il n'y avait pas de transport à l'époque, au tout début. Donc, on a réussi à faire ça. Et donc, nos personnels se sont trouvés vraiment des créateurs de systèmes. Et ils ont fait des propositions qui nous ont permis de rester ouverts. Et à chaque fois, on a adapté. Alors, quand ils les ont fait, c'est qu'on s'est réunis en présentiel avec, par exemple, tous les animateurs jeunesse pour dire comment on va faire. Et donc, pour se réunir en présentiel, il a fallu rassurer en disant, vous n'allez pas être malade, on prend venez avec vos manteaux et vos écharpes, toutes les fenêtres des grandes pièces seront ouvertes, chacun aura 4 mètres carrés pour lui, et on a formalisé au sol des 4 mètres carrés parce qu'on ne connaissait pas cette maladie. Donc, on était très, très attentifs à tout pour pouvoir faire quand même une réunion. Ce qu'on a fait pour savoir comment se mettre en œuvre pour accueillir ces enfants en urgence qui étaient perdus aussi parce que leurs parents allaient
j'allais dire à l'hôpital, ils étaient très angoissés. Et comment les accueillir dans notre espace qu'ils ne connaissaient pas toujours, pour une journée complète, avec du repas aussi. Donc voilà, un petit peu compliqué, mais en tous les cas, avec des personnels très créatifs, très inventeurs. Je rebondis tout de suite sur le CSE. On a continué tous nos CSE, on ne s'est jamais arrêté, parce qu'on les a fait la première fois en visio et après on les a fait en présentiel dans des espaces ouverts pour ne pas être contaminés. Et donc, on a toujours continué nos CSE, que ce soit pour la crèche et pour le centre social. On a mis en place très rapidement du télétravail quand ça a été possible, pour toute la catégorie du personnel plutôt administratif, parce qu'un animateur en télétravail, ça n'existe pas, hélas, sauf pour nos seniors. Nos 4 animateurs seniors sont restés au travail pour faire des visites virtuelles par téléphone tous les jours sur leurs seniors. Donc, 75 seniors divisés par 5 avec des appels organisés pour garder le lien. Ça, c'était dans le cadre de la visite de convivialité. On a réussi à maintenir ça et tous les centres sociaux ruraux de l'Oise l'ont fait. Ça veut dire qu'on a continué notre activité senior. Nous n'avons pas eu l'effet solitude des télétravailleurs. Alors, pourquoi? Peut-être parce qu'on n'a pas fait beaucoup de jours en télétravail. Donc, aujourd'hui encore, il y a sur les administratifs, le comptable, le secrétariat, 2 jours de télétravail par semaine. Qu'on a mis en place, pareil, sur une négociation avec les personnels en charge du télétravail, parce que c'est eux qui nous ont dit, nous, on ne veut pas plus de 2 jours. On veut garder du lien. On a trouvé que 2 jours, c'était pas mal. Et donc, on s'est organisé sur ces 2 jours et ça se passe très bien. Alors, on avait une chance sur notre organisation, c'est qu'on était très avancé au niveau informatique. C'est-à-dire qu'on a, on a beaucoup de PC portables et surtout, on a un système informatique dans la maison avec un serveur, ce qui nous permettait, toutes les personnes en télétravail, de se connecter en VPN sur notre serveur. Donc, du coup, pas de problème de documents à transporter, de choses comme ça. Tout était accessible. Les logiciels aussi de gestion, que ce soit pour la paye ou pour la comptabilité. Le secrétariat, c'était la même chose. Donc, du coup, on a quand même gagné beaucoup de temps grâce à ça, grâce à notre chance d'avoir ce matériel, de ne jamais avoir lésiné sur l'investissement informatique. Quoi dire d'autre? On espère qu'on ne sera pas reconfiné, on espère. En tous les cas, pour nous, le confinement, 18 heures, hélas, on ne l'a pas parce qu'on a des parents qui continuent à travailler et à rentrer à 19h, 19h30. Donc, nos personnels sont actifs jusqu'à 19h30, le retour des parents du travail. Donc, pour l'instant, pas de confinement 18 heures pour nous. Globalement, ce Covid nous a apporté de l'évolution encore en communication, de l'évolution en coopération et de la créativité. On a eu beaucoup de créativité. Vous voyez, pareil, je vais vous donner un exemple tout bête, mais c'est très pratico-pratique, mais la mutualité va rire quand je vais expliquer ça. On a cherché un outil pouvant nettoyer très rapidement le changement d'enfants dans les salles, pour tous les jouets, pour tous les accessoires que les enfants ont. On a trouvé de la vapeur sèche. Donc, chez les dentistes, c'est très connu parce qu'ils nettoient leurs instruments comme ça. Et en tous les cas, ils ont des outils pour le faire. Et du coup, on a acheté ce produit qui est un peu cher, c'est vrai, mais très rapide. Et du coup, on peut nettoyer des jouets 3, 4, 5 fois par jour. Et ça nous a vraiment aidés et ça a rassuré les parents, ça a rassuré les personnels qui font le nettoyage. Vraiment, ça a changé tout. Après, on a aussi, grâce au Covid, eu une agilité propreté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est très, très mobilisé sur la propreté. C'est-à-dire quand on quitte une salle, avant de la quitter, tout le monde, sans exception, nettoie sa table avec les pchit-pchit qui vont bien, les lingettes qu'on a toujours à disposition. Et ça change. Parce qu'il y a vraiment cette sécurité. Et je touche du bois, depuis mars 2020, nous n'avons pas eu un seul malade au sein des équipes.
dans le cadre du travail. On a eu 2 malades, mais qui n'étaient pas, enfin, qui ont été malades en venant, mais qui n'ont pas transmis chez nous grâce aux gestes barrières et à la mise en place de nos outils. Mais on n'a eu aucun salarié contaminé au sein du travail, 0. Donc, on tient le coup là-dessus. Voilà. Maintenant, je suis à votre disposition pour toute autre information. J'espère que je vous ai donné assez d'informations, assez d'envie. Je pense que C'était très, très clair et en effet très, très dynamique. Je Merci. te remercie. Je ne sais pas, Laurent, Caron et Damien Huic, ou Jean-Philippe Biguin, si en réaction, si vous voulez réagir. Peut-être Laurent, Damien, sur le volet accompagnement, sur le témoignage, les 2 témoignages là, qui nous ont été donnés. Également, Non, parce si que dans le public, vous voulez réagir sur ces oui, je retours pense qu'il faut d'expérience. que le public réagisse, quoi. Mais on voit bien qu'il y a des choses positives et des choses qui ont été plus difficiles. C'est un peu ça qu'on essaie de dire en disant il faut faire la part des choses et puis pouvoir y regarder d'un peu plus près sur justement rétrospectivement tous ces éléments qui sont utiles pour l'organisation. Hein. Juste ce que vous venez de dire sur le nettoyage à l'instant, c'est de dire c'est aussi une prise de conscience. À la fois c'est rassurant, donc c'est très bien sur pour pouvoir travailler, on a besoin aussi d'être rassuré aussi bien du côté du bénéficiaire que du salarié, et en même temps ça crée une prise de conscience. Et en plus on est créatif, donc voilà, on est dans cette logique. Encore faut-il s'en rendre compte, j'allais dire, autant voilà, le chercher. Donc juste, voilà, je ne vais pas en rajouter plus que ça, mais peut-être embrayer parce qu'il nous reste relativement peu de temps. On n'a pas, visiblement, on n'a pas de questions. Donc c'est soit on a été très très clair vis-à-vis des gens qui sont derrière l'écran. J'ai toujours des doutes, hein, mais voilà. Évidemment, ce qui nous intéresse, nous, c'est plutôt peut-être d'avoir quelques retours si il n'y a pas d'engagement aujourd'hui, hein, c'est pas, la question n'est pas là, mais plutôt est-ce que finalement de ce qu'on vient de se dire, est-ce que vous êtes un peu concerné à la fois par les sujets qu'on a proposés ou d'autres d'ailleurs, et puis qu'est-ce que vous pensez finalement de l'idée ou de l'intérêt qu'il y a à faire un retour d'expérience qui, encore une fois, n'est pas un retour d'expérience pour un retour d'expérience, mais un retour d'expérience qui permet d'outiller mieux l'organisation pour mieux fonctionner aujourd'hui et demain. Voilà. Donc, je ne sais pas, la parole ou les questionnements sont les bienvenus. N'hésitez pas. Vous pouvez lever la main sur votre écran, nous envoyer également si vous avez des intérêts ou des thématiques plus spécifiques. Là, on a brossé quand même pas mal de sujets, si vous le souhaitez. Voilà, ça ne vient pas, mais bon, c'est pas forcément problématique. Peut-être, Laurent, on peut peut-être concrètement, je dirais maintenant, et évidemment, les réactions sont toujours possibles, hein, mais concrètement, se dire 2 choses en termes de timing, ça va permettre aussi aux structures qui nous écoutent de se projeter plus précisément. Si vous êtes intéressé, c'est ça, je crois qu'il faut dire, c'est que si vous êtes intéressé pour cet accompagnement, on a finalement un élément en 2 temps. Le premier temps, c'est on va envoyer un questionnaire de positionnement courant du mois de mars à l'ensemble des structures qui ont participé à ce webinaire et qui sont dans nos réseaux et que évidemment vous pouvez aussi diffuser pour remonter l'information de votre intérêt. Et puis un second temps en termes de délai qui est plutôt au mois d'avril, avec un contact via notamment une reprise de contact en tout cas par l'ARACT pour préciser les besoins, les modalités de l'accompagnement, le délai aussi, hein, le nombre de réunions aussi que ça implique, de temps collectif, vous l'avez évoqué Laurent Caron tout à l'heure. Donc voilà, en termes de, je dirais, opérationnel, comment ça va se mettre en place dans les prochaines semaines. Voilà. N'hésitez pas aussi à imaginer le temps long. Ça va un petit peu dans le sens de ce que disait Marie-Pierre et puis Jean-Philippe, c'est-à-dire que on voit bien que nos structures ont fait face, avec plus ou moins de bonheur. Donc là, ce qui est important aussi, ou ce à quoi le dispositif peut vous aider, c'est de se questionner sur le quand fera-t-on. Par exemple, on était intervenu pour Caterpillar 2 ans après les affrontements qui avaient eu lieu et où il y avait eu des affrontements très durs sur une grève entre la direction et les salariés avec séquestration, enfin, des trucs qui avaient été jugés par tout le monde comme étant très graves. Et nous, on était intervenus 2 ans après sur les risques psychosociaux et tout le monde pensait que la grève n'était plus un problème. 2 ans après.
dans les entretiens collectifs qu'on a fait dans l'entreprise, sur des entretiens collectifs qui duraient 2 heures, la grève a occupé plus de 45 minutes systématiquement 2 ans après. Donc ça, moi, il me semble que dans le questionnement aussi, on peut amener ça, c'est-à-dire que, OK, on a tous fait face. Maintenant, il faudra que dans 1 an ou dans 2 ans, que vous gardiez en tête le fait que vos structures auront besoin de faire un débriefing de cet aspect-là, de qu'est-ce qu'on a vécu dans le Covid et finalement, qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Est-ce qu'on en a tiré parti? Est-ce qu'on a eu, comme le disait Marie-Pierre, des éléments, ou même Jean-Philippe, des éléments d'innovation fulgurante et puis qu'on est retombé dans une espèce de routine et que ça a amené du désengagement, ou au contraire, est-ce que ça a permis à nos structures de se développer? Donc ça aussi, ça peut aussi faire partie des questions qu'on aborde ou qu'on commence à esquisser avec vous pour permettre de porter le après. Ouais, je crois que c'est un point important d'apprendre de cette période et de pérenniser des innovations qui auront été mises en place durant la période. Écoutez, alors, il n'y a pas de réaction à chaud. Donc voilà, c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Ce que je vous propose, c'est qu'on évidemment, alors si je vois un module, alors Gaëlle qui nous explique qu'elle n'a pas de remarque particulière, mais qu'elle nous remercie pour ces échanges. Donc ça confirme votre théorie, Laurent Caron, sur ça. On en est plutôt rassurés. Nous, ce qu'on va maintenant vous adresser, c'est donc ce fameux questionnaire. Évidemment, on vous renverra l'ensemble des supports présentés aujourd'hui, ainsi que le replay de ce webinaire, si vous souhaitez aussi le diffuser auprès de contacts que vous souhaitez aussi mobiliser dans le cadre de cette démarche, pour que vous puissiez revenir vers nous du coup et vous engager du coup dans ce temps collectif et ces temps individuels liés à l'amélioration des pratiques après le Covid. Voilà. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres, sauf s'il y a d'autres réactions, on va clôturer cette présentation qui était extrêmement intéressante, extrêmement riche. Moi, je vous remercie l'ARACT évidemment, je remercie Damien Huyghe de ses interventions. Merci à vous. Jean-Philippe Guillain également, Marie-Pierre Ménadier de leur témoignage très, très riche. Johanna également, qui n'a pas nécessairement pris la parole, mais qui a organisé pour l'UDES ce webinaire. Et du coup, je vous invite à une prochaine fois, en tout cas, c'est une prochaine prise de contact sur ce sujet et sur d'autres. Voilà. Écoutez, très bonne journée à vous et à bientôt. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Et portez-vous bien. Merci à tous d'avoir participé. Oui, merci à vous. Merci. De la qualité de vos interventions. À bientôt. À très bientôt. Alors.